Joquet, vous êtes chercheur en neurobiologie au CNRS. Et là, je vais vous poser la question suivante. On a beaucoup entendu parler jusque-là d'intelligence à plusieurs niveaux. Quelle est la spécificité de l'intelligence du cerveau? On pourrait dire quand même que le cerveau, c'est quand même le siège de l'intelligence. Ce qui fait la spécificité du cerveau, donc le cerveau, c'est un organe finalement comme d'autres et constitué de cellules, comme tous les autres organes, comme toutes les cellules, même unicellulaires. Donc c'est beaucoup de cellules unicellulaires. Il y a à peu près autant de neurones, même moins de neurones que de bactéries dans l'estomac. Donc finalement, c'est pour ça des fois on parle de second cerveau. Mais ce qui fait la complexité absolument stupéfiante du cerveau et ce qui fait sa fonction, c'est les connexions, la multiplicité absolument incroyable des connexions. Et c'est ça qui fait que le cerveau est le siège de l'intelligence. Et c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette infinie complexité du cerveau et comment, pour comprendre cette infinie complexité du cerveau, les chercheurs ont développé toute une batterie de technologies. Je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous parler d'une famille de technologies qui permettent d'aller voir l'infiniment petit. Et je vais essayer de vous raconter une histoire où on va voir comment, en utilisant des techniques vraiment très poussées, vraiment dérivées de la physique, avec l'aide de chimistes, on arrive à voir jusqu'à des molécules individuelles, donc vraiment quasiment une résolution atomique, et comment grâce à ça, on réussit à comprendre des propriétés des cellules nerveuses qui après nous permettent de comprendre comment est-ce que l'intelligence se fait, et en particulier comment est-ce que la mémoire se forme, et comment est-ce que peut-être dans le futur, on va pouvoir corriger des défauts de la mémoire. Donc le cerveau, je réponds à la question, vous savez tous que c'est vraiment c'est la tour de contrôle de notre corps. Hein. C'est vraiment le cerveau contrôle non pas toutes les fonctions, mais beaucoup des fonctions du corps. Ça reste encore une grande boîte noire, mais on va voir, c'est un petit peu un jeu de mots, que la lumière, et en particulier les techniques d'imagerie qui utilisent la lumière, nous permettent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce cerveau. Donc le cerveau, il faut le regarder à plusieurs échelles, à l'échelle macroscopique, à l'échelle mésoscopique et à l'échelle microscopique. Mésoscopique, c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément, mais qui est assez facile à comprendre. C'est ce qui est entre micro, donc micron, c'est le cheveu en gros, hein, et puis macro, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du millimètre et plus grand. Donc le cerveau, vous savez que c'est formé de tout un ensemble de cellules qu'on appelle des neurones. Il y a aussi des cellules gliales auxquelles on attribue souvent le rôle de cellules support, qui ont en fait des fonctions un peu plus sophistiquées, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et il y a à peu près une centaine de milliards de neurones dans un cerveau. Donc finalement, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Ce qu'il y a surtout, c'est que chaque neurone est capable de communiquer à peu près avec 10 000 autres neurones. Donc, on voit tout de suite l'apparition d'une complexité absolument considérable. Il n'y a aucun autre organe dans le corps qui ait cette telle complexité par cette capacité comme ça de communiquer les unes avec les autres. Et alors, cette communication, elle se fait au niveau de petits organelles qu'on appelle les synapses. L'existence de ces synapses a été postulée par Ramon y Caral et par Sherrington il y a déjà une centaine d'années. Et bien que leur existence ait été postulée il y a une centaine d'années, on commence tout juste à vraiment comprendre comment ces synapses fonctionnent, et c'est un petit peu ça qu'on va regarder ensemble. Juste là aussi pour vous donner un peu une idée d'une échelle de temps, avant donc la fin du 19e et ses découvreurs, on pensait que le cerveau était une masse gélatineuse dont on ne savait pas très bien comment ça pouvait fonctionner. Même si on remonte un tout petit peu plus dans le temps, on n'était pas absolument certain que l'intelligence était vraiment le siège de l'intelligence, c'était vraiment dans le cerveau, et d'un peu d'intelligence dans le cœur, dans différents autres organes. Bon, je vous rassure, l'intelligence, je pense, c'est vraiment dans le cerveau. Donc allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ces synapses et puis ce qu'on a appris ces dernières années en termes de son organisation. Donc voilà cette même synapse ici, schématisée. Donc c'est très grand, hein, là elle fait à peu près 2 mètres de long. En réalité, une synapse c'est à peu près 1 micron.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans une synapse? On a une première cellule, ici un bout de neurone qui envoie un prolongement à travers ce qu'on appelle un axone, et ce prolongement est rempli de vésicules, d'une molécule qu'on appelle le neurotransmetteur. Il y a différents types de neurotransmetteurs. Nous, on travaille beaucoup sur un en particulier qui s'appelle le glutamate. C'est le même glutamate que vous trouvez comme agent de saveur dans les plats. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, ça ne changera rien à votre intelligence. Il y a des barrières métaboliques dans le cerveau qui font que la quantité de glutamate que vous mangez n'a pas d'impact sur votre intelligence. Donc vous pouvez aller au restaurant chinois ou ne pas y aller, ça ne changera rien. Mais c'est la même molécule. Et donc, quand il y a un potentiel d'action qui arrive dans ce neurone, ces vésicules fusionnent avec la membrane et vont activer en face tout un ensemble de protéines qu'on appelle des récepteurs de neurotransmetteurs. Et quand ces neurotransmetteurs vont se lier, il va y avoir un signal chimique qui va être transmis, effectivement, et qui va permettre à l'information, comme ça, de passer de cette cellule qu'on appelle présynaptique, avant la synapse, à la cellule postsynaptique qui est après la synapse. Je fais une description très rapide du fonctionnement, parce que sinon, il faudrait qu'on y passe toute la nuit, pour aller se concentrer sur ces récepteurs et la façon dont ils sont organisés. Vous comprendrez facilement que l'efficacité de la transmission entre cette première cellule et cette deuxième cellule va dépendre bien sûr du nombre de molécules de neurotransmetteurs, mais va aussi dépendre du nombre de récepteurs. Plus il y a de récepteurs, plus la synapse va être efficace, moins il y a de récepteurs, moins la synapse va être efficace. Et ce que les chercheurs de différents groupes un peu partout dans le monde ont découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, donc quand même très récemment, c'est que l'efficacité de cette transmission synaptique, elle est contrôlée par ce nombre de récepteurs, d'une part, et que d'autre part, cette efficacité de la transmission synaptique, c'est probablement elle qui est à la base des phénomènes de mémorisation, de mémoire et d'apprentissage. Donc, vous pensez bien qu'avec un tel postulat, essayer de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne est d'une importance absolument capitale pour comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre dans un état normal, et puis surtout pour comprendre comment ces phénomènes d'apprentissage peuvent être altérés dans différentes maladies. Vous connaissez tous bien sûr la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle aussi la maladie de la mémoire, et dont on pense qu'un des premiers symptômes, une des premières raisons des pertes cognitives qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer sont dues à des défauts de fonctionnement de ces synapses. Donc un intérêt considérable à aller comprendre comment ça marche. Donc pour comprendre comment ça marche, rien de tel que de regarder comment ça marche. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être ce type d'image qu'on appelle des images de microscopie électronique. Ça utilise des microscopes qui utilisent des électrons pour aller regarder l'organisation. C'est une technique d'imagerie qui est extrêmement résolutive. Ça a une précision qui est du millième de micron, autrement le nanomètre. Et on reconnaît cette synapse ici. Donc on la voit très bien. Il y a un gros problème avec cette technique de microscopie électronique, c'est qu'on est obligé de mettre les échantillons dans le vide pour les regarder. Donc c'est totalement incompatible avec le vivant. Et donc, si on veut regarder un neurone en train de fonctionner, et vous allez voir que ça a un gros intérêt, on ne peut pas utiliser cette technique de microscopie électronique. Donc, ce qu'on a fait avec d'autres, et en particulier avec des physiciens, c'est qu'on a attaché des petites molécules fluorescentes sur nos récepteurs et on a utilisé des techniques véritablement dérivées de l'astronomie. C'est là que l'interdisciplinarité dont parlait Catherine est extrêmement importante. En astronomie, ils ont besoin de voir des signaux très très faibles qui viennent d'étoiles individuelles. Eh bien, on a utilisé les mêmes approches, les mêmes détecteurs, les mêmes caméras, les mêmes logiciels de détection pour aller regarder comme ça le signal qui est émis par une molécule individuelle. Quand on fait ça, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est l'image d'un bout de dendrite avec des morceaux de synapses ici, qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit quand on regarde avec un microscope à fluorescence conventionnelle, on va dire, donc limité par la diffraction, quand on regarde l'ensemble des molécules. On ne voit pas grand-chose, on voit une grosse boule, on va dire. Chaque boule ici est une synapse. Et puis, quand on essaye de regarder plusieurs molécules qui sont présentes dans cette synapse. Donc, par exemple, si on essaye de regarder le récepteur de type 1 ici et le récepteur de type 2, on ne voit pas grand-chose. Tout ça est un petit peu mélangé. Il y a une molécule qui est marquée en rouge, une molécule qui est marquée en vert. Tout ça se mélange, on voit du jaune, on ne distingue pas. Eh bien, en allant regarder les récepteurs et les molécules une par une
grâce à ce marquage de molécules individuelles, voilà ce qu'on révèle. C'est qu'on révèle qu'en fait, tout ça est organisé de manière beaucoup plus fine que ce qu'on pensait, et on a des molécules qui sont certaines organisées au centre de la synapse, d'autres organisées en périphérie. Donc, voilà la même chose un petit peu grossie. Donc ça, c'est à peu près 1 micron. Hein. Une synapse, c'est à peu près 1 micron, 1/20 de cheveu. Et chaque molécule ici, là, c'est vraiment quelques nanomètres. Donc c'est pour vous donner une idée de la précision à laquelle qu'on arrive à atteindre maintenant. Donc ça, c'est des images encore relativement statiques, sur des cellules certes vivantes, mais on ne voit pas toute la dynamique des choses. Mais quand on regarde ces molécules individuelles, on peut faire une autre chose, c'est qu'on peut suivre leur mouvement au cours du temps. Donc c'est ça que vous allez voir sur ce petit film. Donc ce qu'on a ici, c'est un bout de dendrite, donc un bout de neurone. Marqué en vert, c'est une protéine qui marque en particulier les synapses. Donc ici, on a une synapse, ici, tous ces bouts verts sont des synapses. Et en rouge, vous avez une molécule individuelle à chaque fois qui fait une tâche de diffraction et qu'on va pouvoir suivre au cours du temps. Et ce qu'on a découvert, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années dans notre laboratoire, c'est que ces récepteurs, ils sont pas du tout immobiles comme on pensait qu'ils étaient autrefois, mais en fait, ils se déplacent en permanence, ils sont en agitation permanente à la surface du neurone. Donc ça, c'était vraiment une révolution conceptuelle, que ces synapses, elles fonctionnent avec des récepteurs, mais ces récepteurs, ils sont pas statiques, ils sont extrêmement mobiles. Donc on s'est évidemment posé la question de savoir, mais comment ça se fait? À quoi ça sert cette mobilité des récepteurs? Est-ce que ça a la moindre fonction? Qu'est-ce qui se passe quand c'est altéré? Etc., etc. Donc première chose qu'on a fait, on a dit, une fonction importante des synapses, c'est de répondre à l'activité, c'est de changer d'efficacité quand on a une stimulation nerveuse. Voyons un peu, quand on prend nos neurones là et qu'on les stimule, qu'est-ce qui se passe sur la mobilité de ces récepteurs. Donc on a pris nos neurones, alors on les sort du cerveau pour les regarder, c'est plus commode. Donc d'ailleurs à la sortie, là je vous demanderai à certains d'entre vous s'ils peuvent me donner quelques bouts de cerveau, parce qu'on en a besoin pour nos expériences. Et donc on les met en culture, ça nous permet d'avoir un beau réseau neuronal en 2 dimensions qu'on peut imager comme il faut, et on va stimuler ce réseau à haute fréquence et on va regarder ce qui se passe. Donc voilà notre réseau de neurones. En vert, c'est des synapses qui sont marquées, et puis on a nos récepteurs qui se déplacent à toute vitesse, là c'est à peu près en temps réel. Et puis quand la barre rouge apparaît, on fait une stimulation à haute fréquence, et qu'est-ce qu'on voit? Les récepteurs s'immobilisent. Donc ils s'arrêtent, et on pense que c'est un processus important pour recruter des nouveaux récepteurs à la synapse. Et donc on a cherché à savoir à l'inverse, puisque quand on stimule comme ça un neurone à haute fréquence, les récepteurs s'arrêtent, peut-être que ça sert à quelque chose. Peut-être que ce changement d'état entre récepteurs mobiles et récepteurs immobiles, ça a une certaine fonction. Essayons d'analyser effectivement quelle peut être la fonction de ce mouvement de récepteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une batterie de nouvelles molécules qui sont capables d'arrêter de manière artificielle ce mouvement des récepteurs, et on s'est dit on va regarder ce qui se passe, mais on va changer d'échelle, on va aller carrément regarder ce qui se passe sur la fonction du cerveau, et une fonction du cerveau en particulier, c'est les fonctions d'apprentissage. Donc ce que vous allez voir là maintenant, c'est des expériences qui sont faites chez la souris, dans lequel on a pu, avec nos manipulations, regarder sur des souris contrôle ou des souris sur lesquelles on a immobilisé les récepteurs, comment est-ce que ça modifiait leur capacité d'apprentissage. Donc pour ça, donc le petit film va se lancer. Pour ça, on prend donc nos souris, des souris qui ont des récepteurs mobiles, des souris qui ont des récepteurs immobiles, et puis on les met dans des contextes, dans des environnements. Vous voyez que les 2 types de souris, avec des récepteurs immobiles et des récepteurs mobiles, se comportent exactement de la même façon, donc apparemment pas d'effet. On leur met un stimulus aversif qu'elles n'aiment pas, un chat par exemple, elles s'arrêtent toutes les 2. Et puis, ensuite, on les laisse se reposer pendant une journée et on les remet dans le même contexte, simplement en leur montrant l'endroit. Et vous voyez là, cette chose qui est intéressante, ça va rejouer. Ce qui s'est passé, ça joue un petit peu vite, ce qui s'est passé, c'est que la souris qui était ici, normale, elle est à nouveau dans le même contexte, elle s'arrête à nouveau parce qu'elle se dit peut-être que le chat va arriver.
alors que l'autre qui est ici, elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié que le chat avait été présent à cet endroit-là. Donc on le rejoue. Donc le stimulus aversif en contrôle, les deux souris s'arrêtent, elles ont peur. Le lendemain, on remet les souris dans le même environnement. La souris contrôle s'arrête parce qu'elle se dit « je connais cet environnement, c'est là qu'il y avait le chat, j'ai peur, je m'arrête ». Par contre, cette souris dans laquelle on a immobilisé les récepteurs, elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié qu'il y avait un chat qui était là. Donc, qu'est-ce que démontrent ces expériences? Elles démontrent qu'en jouant sur cette mobilité des récepteurs, eh bien, on est capable d'influencer sur la mémoire. Donc, c'est encore très très précoce. C'est la première fois qu'on découvre ce genre de choses. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure qui est de dire comment est-ce que, en contrôlant cette mobilité des récepteurs, on va pouvoir agir sur la mémoire. Et ce qu'on espère bien sûr, c'est qu'en utilisant ces molécules et des molécules plus élaborées, on va pouvoir effectivement, on espère, restaurer des problèmes de mémoire. Donc ça va se faire comment? Je terminerai là-dessus. Ça va peut-être se faire là aussi avec la lumière, grâce à des découvertes qui ont été faites il y a quelques années de molécules qui sont sensibles à la lumière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire que c'est tout ce qu'on appelle l'ensemble des technologies d'optogénétique. C'est des molécules qui permettent, avec la lumière, de contrôler l'activité des neurones. Et donc, avec ces molécules-là, couplées à des molécules qui peuvent réguler la mobilité des récepteurs, on pense qu'on va pouvoir, effectivement, alors ça fait un petit peu peur, c'est une façon de lancer le débat aussi, mais on pense qu'on va pouvoir, effectivement, contrôler l'activité du cerveau par la lumière. Alors pour le bien-être des fois des patients, par exemple, il y a des tests qui sont en train d'être faits sur la maladie de Parkinson pour restaurer une activité normale de certaines cellules du cerveau qui permettent de supprimer certains symptômes de la maladie de Parkinson. Évidemment, on peut aussi faire peur en disant avec ça on va pouvoir contrôler comment on pense, mais ça c'est la science qui a avec son côté blanc et son côté noir. Voilà. Je vous remercie.